National Vaolo qui revient pour un 5e mercredi déjà à 20h pour vous présenter des gens de l'industrie du plein air, du voyage, des gens inspirants, des personnes qui vont vous raconter encore une fois des anecdotes qui, on l'espère, vont vous inspirer puis vont vous faire continuer à rêver à ces voyages qui nous semblent si lointains. Ce soir, on reçoit 2 guides qui s'appellent René-Claude Bastien et Jacob Racine. Et moi, c'est Léa en passant, pour ceux qui se le demandent. Cessons le mystère. Alors, je vous amène ces 2 guides merveilleux. Surprise, ils sont toujours là. Ils se joignent à nous. Vous deviner qui est Jacob et qui est René-Claude. Très bonne première question. Et ils se connaissent depuis très longtemps. Alors, on a décidé qu'ils allaient se présenter mutuellement à vous pour commencer la soirée. J'aimerais ça que Jacob, tu présentes René-Claude. Tu as le droit de dire ce que tu veux et René-Claude peut réagir, mais elle ne peut pas intervenir. Ça, on aurait dû pratiquer ça avant. Moi, je suis pas tout à fait moi, je connais René-Claude depuis pratiquement 20 ans maintenant. On s'est rencontrés au centre d'escalade Horizon Rock. On travaillait tous les deux là-bas. Ren, à l'époque, elle était ma boss. Et ça, c'était très drôle parce qu'après ça, les rôles se sont inversés ou l'accordé. Et puis, très vite, j'ai trouvé ça extrêmement sympathique de côtoyer cette jeune fille-là parce qu'elle a, un peu comme un Minoït, elle a un côté très sérieux, très professionnel et un côté très givré. Et tout ça ensemble, ça fait une super belle personne. Ce qui fait qu'avec René-Claude, j'ai fait presque les 400 coups. Elle m'a introduit dans le monde hétéroclite, des bars dans le village gay, des trucs vraiment funky où à 3 heures du matin, on essayait de grimper le mur de TVA avec des petites briques, des petites réglettes. Et qui s'est poursuivi après ça en plein air avec des expéditions, en fait des escapades, je devrais dire plutôt, dans les monts Adirondack, qui plus tard s'est transformé en comparse de guide et tout ça. Ce qui fait que je suis très heureux de pouvoir côtoyer depuis autant d'années une femme d'exception, une femme qui s'est autant distinguée parce qu'elle est devenue guide de l'année 2005. Oui, mesdames et messieurs, c'est mon amie. Elle. Et puis, cette fille-là, avec qui j'ai fait parmi mes plus belles conneries et mes plus belles aventures, est toujours dans ma vie aujourd'hui. Et qui veut dire... conneries ensemble. Là. Non, on en fait moins, c'est l'âge. Mais attends, on n'est pas encore sur la calette du Groenland. Oh, que ça va être cave. Et puis, mais non, c'est ça, moi puis René-Claude, on avait toujours eu des idées un peu de genre, hey, pourquoi on fait pas quelque chose qui a juste pas de bon sens? Puis faisons-le à l'autre bout, genre traverser pendant 17 heures sans manger ou sans boire une forêt quelconque ou avancer ou tout ça. Fait que c'est mon ami depuis toujours, ben pas depuis toujours, mais depuis un bon bout de temps et avec qui j'apprécie faire mes plus belles aventures. D'ailleurs, la prochaine anecdote, celle de mon confessionnel, est à propos de moi et de René-Claude. Ben, c'est toute une présentation quand même. Là. Quand même. Là, c'est super, Léa. Moi, je t'entends plus. Est-ce que, Jacob, tu l'entends? Non. Non, par contre, je fais ça pour pas vous déranger. Il faut savoir que je ris tout le temps. Tout le temps. Alors là, des fois, j'enlève mon micro pour pas venir vous déranger tout le temps parce que je ris tout le temps. Je disais que c'est une belle présentation, mais qu'on n'en sait pas beaucoup sur René-Claude quand même. On sait que vous avez fait des niaiseries, mais on aimerait savoir, est-ce que tu as une activité de prédilection en tant que guide? Dans quel coin tu travailles essentiellement, René-Claude? Là, tu veux que je me lance là-dedans ou je présente mon ami Jacob? Non. Un heureux mélange des deux. Dis-nous dans quel domaine tu travailles essentiellement comme guide, ton expertise, c'est quoi? Dans quel coin tu travailles? Puis relance sur un peu la même chose pour Jacob. C'est bon. Ben, je vais commencer par Jacob, vu qu'il m'a fait l'honneur de, puis je pense que ça vaut la peine pour tout le monde de le connaître un peu. Jacob, pour ceux qui le connaissent, vont déjà clairement comprendre là, où est-ce que je m'en vais avec ça, mais Jacob, il se dit lui-même un paratonnerre, puis c'est exactement ce qu'il est. C'est un super ami à avoir en plein air avec soi, parce qu'on le sait, s'il y a quelque chose qui est pour arriver, ça va arriver à Jacob. Mais Jacob, la raison pourquoi c'est un bon paratonnerre, c'est parce que c'est un gars avec qui tu veux partir en expi, parce que tu le sais, quand la marde la pogne, Jacob, il s'en fout. Il va regarder tout ça, puis il va dire « Waouh, y a-tu rien que ça?
on continue, on sourit, on goal, on y va. Fait que Jacob, c'est le genre de gars que tu veux en expirer parce que tu sais, quand ça vire au vinaigre, là, il n'y en a pas de problème, on trouve des solutions. Fait que c'est trippant de travailler puis de voyager avec Jacob. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Jacob, vous allez apprendre à le connaître. Ceux qui ne le connaissent pas, c'est un conteur extraordinaire. Il fait déjà de la tournée là, dans plusieurs régions du Québec avec différents types de conférences. Là. Fait que c'est un conteur extraordinaire. Moi, c'est une des choses que j'adore avec lui. C'est sûr que c'est pas emmerdant parce que let's go, on se raconte des histoires autour du feu de camp. Il y a tout le temps des histoires divertissantes. Bon, je les connais déjà tous un peu, ce qui fait que quand on travaille ensemble et que je trouve qu'il y a des temps morts, ben je me permets tout le temps de lancer un peu la balle à mon ami Jacob, de Jacob, tu serais pas allé, mettons, en Australie, toi, récemment? Tu serais pas, genre, parti à Baffin en oubliant du carburant ou en sniffant du carburant ou toutes sortes d'affaires. Fait que bref, Jacob, c'est un gars extraordinaire avec soi, un bon ami à moi. Puis ce qui nous unit là ici ce soir, c'est ça, on partage dans le fond une partie de nos vies à faire le même métier qui est le métier de guide en tourisme d'aventure. Donc tu voulais que je me relance un petit peu, fait que je le fais. Moi, je suis guide en tourisme d'aventure depuis, dans le fond, Jacob et moi, on a suivi notre formation au Cégep de Saint-Laurent, au Cégep de Saint-Laurent, donc en tourisme d'aventure. En 2002-2003, donc on est gradué de cette cohorte-là, puis on travaille dans ce métier-là depuis ce temps-là. Moi, mes spécialités, je travaille vraiment avec plusieurs cordes dans mon arc. Là. Donc, moi, je suis formatrice de plein air, je suis consultante, puis évidemment, je suis guide en tourisme d'aventure, donc je guide en canot, en randonnée, ici à l'international, donc en trek, là, soit avec des équipes locales ou sinon en autonomie, donc à Baffin, dans l'Ouest canadien. Mais vraiment, le trek, là, c'est pas mal la direction plus spécialisée dans laquelle je me suis aventurée, tout en étant donc formatrice de plein air aussi. Là. Fait que je travaille vraiment avec plusieurs chapeaux, si on peut dire ça. C'est un petit peu mon topo, le personnel. Ça a l'air super intéressant, Léa. J'imagine que tu te bidonnais. Tu as dû fermer ton micro, puis je comprends. Je comprends totalement c'est important le micro, on ferme ça quand on n'est pas adressé. Jacob, tu es beaucoup dans le domaine du vélo. Ça t'amène beaucoup à l'international. Qu'est-ce que ça veut dire, justement, être guide d'aventure dans ce domaine-là, essentiellement? Moi, j'étais avec Vélo Québec. C'est un aspect du guide qui est légèrement différent de ce que je faisais avant, entre autres comme René Claude. Moi, en fait, je suis plus dans la logistique, en fait. Parce qu'avec Vélo Québec, on n'est pas tant sur le terrain, on est plus en termes de gestion des groupes. On a un très, très gros groupe, parfois 30, 40 personnes. Et dans le fond, nous, le métier que je pratique maintenant, c'est beaucoup de prévoir, être au-devant des coups, au-devant de ce qui peut se passer avec la gang, puis aussi les emmener dans les petits coins qui sont en dehors du tracé, je dirais, qui est le mainstream. Donc, à ce moment-là, mon rôle est beaucoup dans le faire découvrir les petits coins de pays, les petits endroits, les petites chutes, les petites criques auxquelles on n'aurait pas nécessairement accès ou auxquelles on ne passerait pas nécessairement aller. Et en même temps, de gérer une masse de personnes qui s'étirent sur une longue zone. Donc, les très rapides et les très lents. Fait que c'est beaucoup de la gestion, c'est moins de l'accompagnement comme je le faisais avant. Mais je le fais aussi parce que le deuxième volet de ma carrière, c'est emmené vers la télévision, vers le cinéma. Donc, je me trouve à être vraiment terrain avec une équipe de tournage. Et là, je gère le réalisateur, je gère le caméraman, les soundmen, les assistants prod, tous les gens aussi qui vont accompagner ces gens-là parce que des fois, quand on a une nuitée ou des nuitées en forêt, ben là, ça implique qu'il faut transporter pour eux les équipements, la bouffe, gérer les plans d'urgence aussi. Encore là, on est dans la planification, dans la gestion. Donc, c'est le fun parce que je touche un peu à tout. Je touche autant l'espèce de gestion de masse, de grands groupes dans des pays qui sont hyper visités. Tu sais, on parle de l'Italie ou tu as Rome, tu as Venise. J'étais à Venise au printemps dernier, à l'automne dernier aussi. Où là, tu sais, je veux dire, si on passe touriste de masse, là, c'est peut-être l'exemple le plus... À Venise, as-tu vu les fameux dauphins? Il y avait des dauphins. Moi, j'ai entendu qu'il y avait des dauphins à Venise. Ben oui, il y a beaucoup d'hippocampes. Beaucoup d'hippocampes. Il faisait tellement chaud, j'étais tellement bien. J'ai fait quelques brasses, comme ça, d'un côté à l'autre, entre les bateaux.
J'adore faire ça. Ça me détend puis ça me stimule en même temps, éviter les corvettes, les bateaux rapides et les gens. L'arbitre me lève un drapeau pour cabotinage. Donc, l'arbitre n'est pas très neutre. J'aimerais qu'on tombe dans notre volet confession. Jacob, je vais te laisser commencer, puis comme ça, René-Claude pourra peut-être se venger durant sa confession à elle. Parce que je pense que la confession de Jacob, puisqu'on est dans le confessionnal, il faut se confesser un petit peu. Donc, je crois bien que ça touche René-Claude. Je vais te laisser aller là-dessus. Oui, écoutez, vous savez, quand on part à l'aventure ou en voyage, peu importe, à la base, on a tous des préconceptions. On part tous avec des idées préconçues en se disant, même nous, quand on guide, quand on va dans une nouvelle destination, on lit beaucoup sur la destination, on essaie de se faire une idée de ce que va être le projet, l'aventure ou la destination. En 2005, René-Claude et moi, on travaille à la boutique L'Accordé à Montréal. Et on s'est fait un ami commun qui s'appelle Nathaniel Desjardins, que je salue en passant, parce que ça fait longtemps. Le pas la touche. Et Nathaniel, c'est un gars hyper sportif, un gars qui fait de la course en montagne et tout ça. Et il nous invite, moi et René-Claude, à aller dans une tour à feu à Saint-Jérôme. L'idée, grosso modo, c'est de courir dans une montagne jusqu'en haut, de grimper dans la tour à feu, une vieille tour à feu abandonnée, et de dormir au sommet dans cette tour à feu-là. Alors là, moi et René-Claude, on imagine déjà le scénario en se disant « Oh my God! On est en forme, elle et moi, tu sais, quand même, on est des gens de plein air. On va aller courir là-bas, dormir en plein air. » Oui, y avait-il une question? C'est quoi une tour à feu? Je m'excuse. Si je ne le sais pas, il y a sûrement des gens qui ne le sachent pas. Peut-être. Ben, c'est une très bonne question. Puis, petite parenthèse, une tour à feu, pour ceux qui ne le savent pas, c'est à une certaine époque, on construisait des tours pour pouvoir, avec des surveillants à l'intérieur de cette tour-là, pour pouvoir surveiller les feux de forêt potentiels qui pouvaient arriver dans des zones où il y avait de la récolte forestière. Donc, c'était des tours qui étaient installés un peu partout, souvent pas tellement loin des villages, qui permettaient alors aux personnes, les vigiles, d'être là puis de pouvoir éventuellement détecter des futurs feux de forêt, principalement l'été, et d'avertir les pompiers locaux, tout ça, pour pouvoir circonscrire le feu en cas échéant. Mais là, bien entendu, avec les nouvelles technologies, puis la SOP-feu qui a été créée depuis, ça, c'est rendu désuet, mais il reste encore au Québec quelques anciennes tours à feu qui font à peu près une soixantaine de mètres de haut. Le but, c'est d'être plus haut que la cime des arbres pour avoir un bon point de vue. Donc, René-Claude, moi et Nathaniel, on saute dans sa voiture et on fly vers Saint-Jovite. Donc, 1h30 de plus, on était à Montréal à l'époque. On arrive à Saint-Jovite. On est dans le stationnement de la dite montagne sur laquelle, au sommet, il y a la dite tour à feu. Et à l'époque, c'était illégal, mais aujourd'hui, c'est légal. On se roule une cigarette de tabac de course, mais de très bonne qualité, je dois l'avouer. C'était la première et dernière fois que j'ai consommé de la marijuana. C'est vrai. Parce que René-Claude ne fait pas ces choses. Non. Elle est pure. C'est une femme pure. C'est entre autres pour ça que c'est mon ami. Donc, René-Claude, influencé par moi et Nathaniel, par le vice, comprenez-vous, cette pauvre victime dans toute cette situation-là, a fumé avec nous le dit gringo de tabac de course. Et nous voilà partis dans la montagne au beau milieu de la nuit. Ben, en fait, c'est le début de la noirceur, donc on se met à courir. Et là, moi et René-Claude, on découvre rapidement que Nathaniel est oui, plus en forme que moi et elle. Oh oui, oh oui. Et là, nous, on va faire de dos là. Fait qu'on a des packs-sacs, on a de la bouffe et toute la kit, on a un sac de couchage. Et comme on savait qu'à l'endroit où on allait être, il y avait beaucoup de gens qui passaient là, on s'était dit, il n'y aura probablement plus de bois mort pour faire un feu. Donc, on s'était arrêté juste avant dans une épicerie et on avait acheté une bûchette. Vous avez peut-être déjà vu ça. C'est une petite bûche enveloppée dans du papier. Ça sert à partir un feu. C'est à peu près une vingtaine de centimètres de long par 8 centimètres de diamètre. Bref, une belle bûchette. On s'est dit, on va se faire. Oui, magnifique. Entre dans un espèce
de doute. Où elle, hey les gars, je pense qu'on tourne en rond. Et là, nous, de trouver ça très drôle parce qu'on tournait pas en rond. On avait un sentier puis on montait jusqu'en haut. Mais là, René disait, oh, il y a des glaçons ici. Je connais ces glaçons. On les a déjà vus. Et là, nous, de rire et de rire et de rire et arriver en haut, pouffant de rire, plus capable d'arrêter de rire. Nathaniel, notre athlète, se met à grimper dans la tour à feu. Mais là, OK, là, ça a 60 mètres de haut. Et c'est pas... c'est des barreaux de métal. C'est une structure de métal un peu comme une tour de cellulaire. De télécommunication de G5? Ouais, genre. Mais le truc, il est en pente de même. Fait que là, nous, on grimpe de l'intérieur, puis au fur et à mesure qu'on monte, on est de plus en plus dans le milieu du vide. Et puis là, pour rentrer dans la tour à feu, il y a un carré dans le fond de la tour à feu. Il faut se pogner après ça, se hisser dans la tour à feu. Et là, moi, à mi-chemin, déjà, je repensais qu'on était en boucle depuis 1 heure parce que René-Claude était perdu dans le sentier. Là, je me dis juste, hey, on va mourir. J'ai calé off. René-Claude, elle, pas folle, était restée en bas. On est redescendu et là, on s'est dit, amis pour la vie, faisons notre feu de joie et passons donc une soirée à la belle étoile. C'est à ce moment qu'on a allumé la bûche. Oh, la déception. Moi, dans mes attentes, j'entendais chanter en chœur, bras dessous, des chansons de feu de camp avec mes 2 amis et faire une belle symbolique, aller à la nature. Et là, cette affaire-là qui brûle avec une petite flamme d'à peu près 1 pouce de haut bleu, j'avais le sentiment d'être en train de brûler un tire de char dans une petite place sympathique avec ma meilleure amie, puis un athlète, Paul Latouche, qui sautait des roches 4x4. Et suite à cette magnifique soirée-là, je me suis dit, partir avec des attentes, c'est le meilleur moyen d'être vraiment déçu. Alors, on s'est couchés les 3 penauds devant cette bûche de produits chimiques qui s'est doucement consumée toute la nuit sans créer aucune chaleur. D'ailleurs, on avait vraiment beaucoup froid. Et on s'est retrouvés à dormir les 3 pour se réveiller. Je pense que c'était avec l'équipe de pompiers locales qui était venue nous réveiller parce qu'ils faisaient un exercice dans le coin. Quand on est reparti le lendemain matin, on a retrouvé notre chemin très facilement. On n'avait pas eu besoin de tourner en rond pour revenir à notre vol. Wow. Ce fut, à mon avis, l'une des plus belles expériences de déception et d'excitation mêlées tout à la fois. C'est très bon. Ouais, des vrais pogos de course, là. Ça a été, en effet, une soirée mémorable. C'est pas super, Anne-Claude. Est-ce que tu vas te venger maintenant dans ta confession ou Il y en a choisi une bonne. Moi, Jacob, ça se voit, j'ai pas rien d'aussi crunchy sur Jacob, mais comme je vous expliquais tantôt, j'ai peut-être une couple d'anecdotes en lien avec lui. Tu te rappelles, Jacob, on avait été, ça faisait pas longtemps qu'on sortait de l'école de guide, puis j'avais obtenu un contrat avec une école secondaire, je sais plus trop. On était au mois de juin, OK? Il fait beau, là. On est une fin de semaine pour le soir, il fait beau. Soleil, on part de Montréal, le ciel est bleu, on s'en va au parc Mont-Tremblant avec les jeunes, on a un autobus scolaire, je sais plus combien de jeunes, on part, on roule. On arrive au parc du Mont-Tremblant, il y a un nuage. Ben voyons donc, un seul nuage au-dessus de notre autobus. Fait que là, on suit ça, on continue, on s'en va, je pense qu'on faisait la Diable, je pense qu'on s'en allait au camping en haut de la Diable, et ce nuage-là, le seul, dans la vallée totale de Tremblant, au-dessus de notre autobus, on arrive comme de fait juste au moment de sortir avec les 40 jeunes, il se met à grêler, mais grêler, là, la grêle solide, juste quand on vient de sortir. Moi, ben, de faire tout ce que j'ai pu faire, je me vire vers mon ami Jacob, je le regarde en plein dans les yeux, puis je dis, Jacob, c'est de ta faute, ça. Parce que, en effet, avec Jacob, il faut un peu s'attendre à ça. Mais une des plus belles expériences que j'ai faites avec Jacob, parce que comme je vous dis, Jacob, c'est mon partenaire. Jacob, comme je dis, si Jacob, il me dit, on s'en va faire ça, je pars avec lui, ah ouais, ça va se faire. Puis Jacob, il avait des grands rêves à l'époque, dans le début de
le début de son rêve de devenir aventurier, puis de se lancer plus vraiment dans cette ligne-là à la Mike Horn. Hein. À l'époque, c'était vraiment Mike Horn. Tu te rappelles, on lisait des livres de Mike Horn, on était paumés sur lui. Il était malade, ce gars-là. C'était le seul qui faisait ça à un moment où est-ce que les réseaux sociaux ne permettaient pas là, la masse qu'on a aujourd'hui là, d'aventuriers. Donc, bref. Puis Jacob, il nous avait parlé, il y avait moi, Maxime Rioux, Gabriel Secours, que tu te rappelles, les 4 chums ensemble. Je me rappelle plus qui avait pensé à l'idée, je pense que c'était sûrement toi. On part à Baie James, on s'en allait en ski. Fait que on avait organisé une expédition sur la banquise de Wemengee jusqu'à Chisasibi. Puis on était partis donc les 4 ensemble au final. Je sais pas, on était partis tard aux petites heures du matin parce qu'on voulait se rendre, là, fallait qu'on se rende vraiment loin à Radisson d'une traite, en fait. C'est ce qu'on a fait. On a roulé, on a loué une minivan. On est monté jusqu'au nord, jusqu'à Chisasibi, en fait. En écoutant, là, c'était bien à la mode dans ce temps-là. C'est comme la première fois qu'on voyait ça, on venait de louer un véhicule. Fait que là, moi, tu sais, j'avais une Chevette 84, là, dans le temps. Fait que louer une minivan, c'était hot. Puis, je me rappelle, on avait une minivan avec un lecteur DVD. Fait que qu'est-ce qu'on a écouté, mon Jacob, all the way? Te rappelles-tu? On a écouté Conan. Le premier. Conan! Je me souviens. On a écouté on n'était pas aperçu, mais les 40 premières minutes, on entend rien. On t'a perdu une petite seconde. Peux-tu répéter? Répéter le titre du film. Vas-y, voir. Jacob, répète-nous un petit peu ce que tu disais. Je vais remplacer Jacob qui semble être figé dans le temps. Mais on écoutait donc Conan le barbare, le film de Arnold Schwarzenegger. Là, ça avait juste pas de bon sens. Là. Puis on était partis là-bas. Puis c'était dans le temps, les cellulaires, c'était pas aussi facile que ça l'est aujourd'hui. Puis nous, on avait seulement un véhicule. Fait qu'il fallait l'amener, pour ceux qui connaissent, là, il y a Radisson, c'est le bout de la rue, là. Tu peux pas aller vraiment plus loin que Radisson. La seule chose que tu peux faire une fois que tu arrives à Radisson, c'est virer vers l'ouest, donc t'en aller vers la baie du Thon, dans un village qui s'appelle Chisasibi. Et là-bas, on avait un contact de Gabriel Secours. Je me rappelle plus comment ça avait marché, mais il y avait quelqu'un qui était supposé nous amener notre van de Chisasibi à 100 km plus bas à Wemengee, où est-ce qu'on était pour arriver dans 10 jours. On savait pas trop où est-ce qu'il était pour la laisser. Écoute, c'était le bordel. Mais une fois qu'on a commencé à marcher sur la banquise, là, on était bien. C'était le bonheur. On a eu une dizaine de jours là, que du bon temps. Vraiment rien de trop stressant au niveau de la météo. C'était du bon temps avec des amis. Tu te rappelles-tu, on avait à tous les soirs, on avait des aurores boréales. Ça a vraiment été une super belle expé avec mon ami Jacob, là. Et Max et Gabriel, que je salue. Mais ouais, ça avait été une des bonnes avec mon ami Jack. Mais une des les plus propres, si on veut. C'est propre, quand même, ça va. Quand même. On s'imagine bien là, dans la voiture et tout ça, avec des rires qui s'enchaînent. C'est beau quand même à imaginer. C'est des moments on y pense beaucoup à tous ces moments-là ces temps-ci, je pense, parce qu'on se rend compte à quel point c'est précieux. Puis peut-être qu'on s'en rendait moins compte quand on y avait accès en tout temps, finalement. René-Claude, tu as publié quelque chose aujourd'hui qui me fait penser justement à cette adaptation-là. Oui, adaptation, c'est assez beau. Qui va venir avec justement le plein air dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans le cadre justement de cette pandémie-là. Est-ce que tu peux donner des exemples de choses que toi, tu fais déjà comme guide? Je pense au Leave No Trace, puis à ce genre de choses-là qui vont peut-être s'imposer justement dans le plein air après et pendant la pandémie, là, parce que, disons, on ne pourra pas avoir accès à certaines infrastructures. Je pense, ça m'a vraiment allumé là, ce que tu as écrit justement aujourd'hui. Puis je suis sûre que Jacob, tu vas être interpellé par ça aussi. Là. Ouais, ben en fait, ce qu'il faut se rendre compte, surtout si on considère ce qui se passe présentement, c'est que on a une fragilité des permissions qui nous sont accordées par la santé publique. La santé publique elle a un rôle de veiller sur tous les citoyens. Et évidemment, en temps de pandémie qui est certainement inconnue un peu pour tout le monde, on est en mode test. Puis le gouvernement l'a bien dit, on va peut-être ouvrir des choses, puis il va peut-être falloir refermer des choses.
Puis ce que j'ai écrit aujourd'hui sur ma page personnelle de Facebook, dans le fond, c'était ma réflexion en lien avec le comportement du pratiquant. Parce qu'à un moment donné, on a bien beau dire que oui, le plein air nous appartient, oui, on veut aller dans nos, puis on est très nos parcs, nos terrains de jeu, c'est à nous. Il faut se rendre compte que c'est des endroits qui sont partagés. Puis présentement, avec maintenant aujourd'hui l'annonce en fait qui dit qu'à partir du 20 mai, on va avoir le droit de reprendre certains privilèges liés à la pratique du plein air. Ça l'amène son lot de responsabilités qui va être partagé envers le gestionnaire du territoire, envers les différentes fédérations de plein air à gérer la pratique autonome, mais il faut réaliser aussi qu'en tant que pratiquant, ben on a une responsabilité pour s'assurer qu'on puisse démontrer, si on veut, au gouvernement qu'on est capable de bien se comporter et de respecter, malgré le fait qu'on est en plein air, certains gros bons sens qui sont liés justement à la santé publique. Fait que, tu sais, là, présentement, c'est de revenir aux bases de ce qu'on fait au niveau de la pratique, donc de sortir premièrement bien informé, donc de s'assurer que l'endroit qu'on veut aller visiter, ben, qui est ouvert à nous accueillir, puis de respecter le fait que ce ne l'est pas. Fait que c'est pas vrai que parce que nous, on a l'habitude d'aller là, si les responsables gestionnaires de territoire nous disent on vous demanderait de pas venir, ben, il faut respecter ça. Fait que c'est beaucoup en lien avec le respect puis de comprendre la situation, parce que si on ne joue pas bien notre rôle comme pratiquant, malheureusement, ça pourrait arriver que le gouvernement décide de nous retirer un peu ce privilège-là. Donc, oui, en effet, prévoir d'avance, en lien avec le Centras, ben, c'était surtout au niveau de comprendre qu'il y a peut-être les blocs sanitaires, entre autres, là, qui seront possiblement pas accessibles. Donc, ça veut dire de prévoir, ramener tous nos déchets, de ramener, évidemment, si jamais on a allé pisser sur le bord du sentier, surtout mesdames, de ramener également le papier de toilette. C'est tous des comportements qu'on devrait faire, mais là, d'y aller avec un peu plus de réflexion en disant qu'il y a peut-être des installations que je suis habituée d'avoir qu'il n'y aura pas. Puis c'est aussi un regard sur le comportement à avoir avec les différents usagers aussi. Donc, on va être plusieurs à vouloir aller sur les mêmes sites. Donc, si j'arrive sur un site de pratique, le site anciennement, il est déjà à pleine capacité. C'est pas le temps là d'aller me mettre en parallèle à bloquer un autre chemin d'accès pour pouvoir moi aussi aller dans le même endroit. Peut-être à ce moment-là, c'est de trouver un autre endroit qui est moins sollicité pour justement disperser un peu tous les amateurs de plein air pour être sûr qu'il n'y ait pas de rassemblement. De faire preuve de bon jugement aussi par rapport au choix de notre itinéraire ou aux décisions qu'on prend quand on est sur les différents sentiers. Ou, tu sais, l'exemple que je donnais, par exemple, c'est l'évaluation de nos capacités à faire ce qu'on est en train de faire. Moi, je considère que j'ai quand même un certain niveau, par exemple, en canot de rivière. Ben, c'est certain qu'à ce temps-ci de l'année, si on n'était peut-être pas en situation de COVID, sans dire que je me mettrais nécessairement plus à risque, mais je ferais juste peut-être je prendrais un peu plus de chances contrôlées. Tu sais, je pousserais un peu plus ma pratique. Mais aujourd'hui, je veux pas dépendre, puis je veux surtout pas mettre à risque des gens qui seraient pognés à venir me secourir, des gens qui seraient obligés de venir comme des patrouilleurs pour m'aider à me sortir d'un endroit où je me suis amenée parce que j'ai voulu pousser trop loin, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que j'ai partagé sur ma page Facebook des réflexions que j'avais eues il y a quelques temps déjà, quand on était sur des ateliers de travail, puis je me sentais interpellée de faire cette annonce-là aujourd'hui via les réseaux sociaux pour m'assurer que le pratiquant comprenne bien son rôle, là. Puis ça revient un petit peu à votre philosophie avec Vaolo, tu sais, vous, Vaolo veut vraiment promouvoir, dans le fond, un type de voyageur qui devient responsable. Mais si on devient responsable à ce moment-là de notre voyage, de notre itinéraire, de notre destination, c'est qu'on se doit d'avoir une réflexion, pas juste sur le choix de la destination, mais aussi sur notre comportement en tant que voyageur en lien avec le choix de la destination. Tu vois, moi, je travaille comme guide de trek au Népal. Il y a des entreprises qui maintenant n'offrent même plus le camp de base de l'Everest parce que l'impact local est trop important. On est en train de surcharger de monde des endroits qui ne sont pas organisés nécessairement pour l'accueillir. Ça réduit peut-être un petit peu l'authenticité de ce type de voyage-là quand on arrive dans des endroits qui sont surpeuplés. Tu sais, on pense au Machu Picchu, quelque chose comme ça.
Fait qu'on a peut-être à réaliser en tant que consommateur d'aventure, consommateur de plein air, qu'on a en fait un rôle à jouer dans la responsabilité de ce qui est en train d'arriver autour de nous. Puis là, si on revient à ce qu'on disait par rapport au temps de COVID, ben on a une réflexion sur nos actions qui pourraient avoir des conséquences à ce temps-ci. Donc, c'est d'en prendre conscience, puis après ça, ben d'essayer d'être un bon pratiquant là, à l'intérieur de la situation actuelle. Là. Ben c'est ça, c'est super intéressant parce que comme tu dis, chez Vallo, ben c'est sûr qu'on prône un voyage qui est plus responsable, dans lequel on veut que les gens justement soient conscients de leur impact. Puis il y en a un, c'est certain, mais qu'il soit le plus positif possible. Puis ça part de chaque individu, c'est certain. Puis comme tu dis également, René-Claude, comment transposer ça justement dans notre quotidien, ce qu'on va faire pendant la COVID, d'être très conscient de l'autre. Pourquoi ne pas l'appliquer tout le temps finalement dans nos pratiques? Jacob, comment ça t'interpelle justement ces concepts-là? Jacob nous entend toujours. Oh, si je peux continuer la présentation de Jacob. Jacob habite en Gaspésie. Je ne sais pas si j'oserais dire son village, à Escouminac, imaginez-vous donc. Fait que si vous ne savez pas c'est où, c'est magnifique, là, dans la baie des Chaleurs, c'est extraordinaire, mais c'est loin d'Internet. Puis en plus de ça, vu que lui, il est contre le 5G, ça l'amène des complications de par son réseau Internet. Fait que... Ah, c'est ça le petit délai. Jacob, toi, justement, comment tu vois ça? Est-ce que, si tu m'entends, du moins, comment tu les vois justement, ces adaptations-là de nos pratiques par rapport à la COVID? Comment on peut les appliquer peut-être dans une pratique plus responsable du plein air, du voyage, dans un quotidien plus normal, si je peux dire? Jacob, est-ce que tu m'entends, moi? Moi, je vous... Ça fait un joyeux résultat un peu bizarre. Est-ce que... Ah, bon, voilà. OK, on va rester avec René-Claude et on te ramène dans le podcast. Bouge pas, je vais arranger ça. Mais nous, on t'entend. On t'entend. Moi, vous m'entendez? Mais René... je vous entends comme par séquence. Ah, c'est ton Internet en Gaspésie qu'on disait, qui n'était pas très bon. Moi, je suis sûr que mon Internet il est full pin. Vous m'entendez bien? Ouais, c'est comme ça. Dans le fond, c'est notre Internet qui ne transmet pas bien. Mais René-Claude, tu l'as dit, la CEPAC, pas seulement la CEPAC, là, mais à partir du 20 mai, on a un déconfinement là, par rapport à de nombreuses activités, par rapport aux canaux, par rapport à l'escalade de roches, par rapport à vraiment une grosse quantité d'activités. Comment tu te sens là, de savoir que justement, il y a beaucoup de choses qui vont reprendre? Qu'est-ce que tu espères de tout ça? Ben, qu'est-ce que j'espère? Tu sais, c'est un petit peu comme tout le monde. Faut garder un peu, faut rester positif, de se dire que justement, ça fait partie d'un ensemble de bonnes nouvelles qui, on espère, vont pouvoir être annoncées là, de plus en plus. C'est certain que même chose pour Jacob. Je veux dire, nous, les guides en tourisme d'aventure, présentement, on est extrêmement hypothéqués par la situation. Le tourisme, ça a été une des premières choses qui a arrêté, puis c'est certainement une des dernières choses à reprendre. Donc, le fait que présentement, au Québec, on voit que le gouvernement, parce que les fédérations de plein air, les associations sectorielles ont été capables de se mobiliser et de démontrer au gouvernement qu'on était capable de mettre en place à l'intérieur de l'industrie du plein air au Québec des mesures de façon à protéger les gestionnaires de territoire, les employés qui travaillent là, mais aussi les pratiquants. Donc, ça démontre cette mobilisation-là. Ça fait en sorte qu'on peut justement là, garder espoir tranquillement pour l'ouverture de plus que juste la pratique autonome. Parce que là, pour l'instant, c'est ça. Ça va être de la pratique autonome, de la pratique individuelle, de la pratique où on va pouvoir avoir les mêmes gens d'une cellule familiale là, qui font une activité de plein air ensemble. Donc, c'est la première étape. Tu sais, si on regarde ce qui se passe au niveau de la santé publique, c'est nécessairement la première étape. Après ça, éventuellement, ce qui risque d'arriver, c'est d'avoir possiblement des services guidés, mais encore une fois, un guide pour une même cellule familiale. Puis éventuellement, ben, quand le gouvernement, la santé publique va ouvrir un petit peu au rassemblement, nous, ça nous avantage en tourisme d'aventure parce que nous, les groupes sont généralement très petits. On parle de groupes de 8 à 12 individus, là, dépendamment évidemment des types d'activités.
Mais ça fait en sorte que quand le gouvernement, la prochaine étape sera d'ouvrir à des petits rassemblements, ben là, les activités vont reprendre. L'avantage qu'on a présentement au Québec dans cette situation-ci, c'est d'offrir aux Québécois la chance unique de justement redécouvrir premièrement sa région, donc d'être un peu créatif à l'intérieur de sa région. Ensuite de ça, c'est de dire, bon, ben, je vais découvrir ma province. Puis ensuite de ça, c'est peut-être de dire, ben, tant qu'à la découvrir toute seule, dans le support de ce qu'on veut puis que ce qu'on souhaite d'encourager l'économie locale, ben peut-être que si on a l'habitude de faire du plein air par nous-mêmes, ben c'est une belle occasion de voir ce qu'un guide dans une entreprise professionnelle peut vous offrir pour vous aider à encadrer vos activités de plein air récréatives. Fait qu'on a souvent tendance à prendre les guides pour l'international quand on est à l'extérieur, mais il y a des très bonnes compagnies québécoises qui ont des excellents guides de très haut niveau de formation qui sont prêtes à vous accueillir cet été. Fait que c'est encourageant cette semaine que de voir que déjà les sites de pratique autonomes sont ouverts ou vont ouvrir là, à partir du 20 mai. Puis ensuite de ça, ben, on espère que la reprise touristique va se faire sentir, ça c'est certain. Là. Fait qu'encore une fois, Léa était campée bien raide, elle a dû fermer son micro. Là, c'était plus sérieux. J'avoue que j'écoute avec une grande attention, sans rire. Jacob, on t'entend, on te voit, on va en profiter. Donc, ouais, je me demandais, toi, comment tu vois ça, justement, l'adaptation là, à ces temps de COVID-là. Des pratiques peut-être que tu avais déjà là, dans le plein air puis que tu as envie qu'on amène ou une genre de plus grande responsabilité peut-être face aux communautés qu'on visite finalement? Ben, j'avoue que moi, j'abonde beaucoup dans le sens à René-Claude parce que, dans le fond, on a un potentiel de plein air autour de nous qui est indéniable, qui est là. Je veux dire, on est 8 millions sur un territoire qui est gigantesque. Il y a des endroits qui sont déjà super bien aménagés pour accueillir, qui permettent de concentrer les gens. Mais en fait, un des principes du Central, c'est d'entre autres soit de concentrer les masses de personnes dans un même endroit ou de diluer cette masse de personnes-là. Et moi, ce que je fais, en fait, depuis le début dans le fond, du COVID, c'est de redécouvrir mon petit coin de pays, mais en dehors des grands centres attractifs de plein air. Donc, en dehors des bases de plein air, en dehors des parcs nationaux, en dehors de ça. Il y a dans notre environnement, pour les citadins de Montréal et de Québec, on n'a pas besoin de faire énormément de kilomètres pour sortir de la ville, pour trouver. Il y a des endroits qui nous permettent de simplement être en nature, de simplement profiter de cet environnement-là, sans être dans les zones déjà toutes aménagées qui nous permettent de concentrer les gens. Et si on se retrouve dans ces endroits-là, comme René-Claude le disait, d'être conscient qu'on est des amateurs, des consommateurs de lieux de plein air. Puis que ces lieux de plein air-là, ben, comme n'importe quel autre lieu, représentent des caractéristiques, des risques et tout ça, et qu'on se doit de gérer ces parts de risques-là, ces parts de caractéristiques-là, qui font en sorte qu'on ne se met pas en danger, on respecte l'environnement, on ramasse nos choses, puis on essaie de créer et de générer le moins d'impact possible. C'est moi, ici, avec mon fils, moi, j'ai un petit loup de 9 ans, et ben, il n'y avait plus d'école. J'étais là à temps plein avec la maison. Fait que, bon, ben, à un moment donné, on a beau regarder tout ce qu'il y avait sur Netflix, on a envie de bouger, on a envie de sortir dehors. Donc, on s'est mis à se dire, bon, ben, autour de nous, est-ce qu'il y a des endroits qui nous permettent de profiter de la nature sans qu'on soit obligé d'aller dans un parc ou dans un centre récréatif? Donc, on est allé dans la forêt, derrière chez nous. Puis, on s'est, avec des cartes, avec Google et tout ça, on a décidé de se créer un trajet dans les montagnes, puis d'après ça, aller flaguer ce trajet-là. Donc, on avait des petits bouts de tissu de couleur et on s'est mis à attacher, on a cassé des branches, on a créé un sentier. Et doucement, dans la montagne, et là, c'était au mois de mars, donc on était en raquette. Selon que ça fondait ou qu'il neigeait, ben, on devait taper ou on pouvait réutiliser le sentier déjà tapé. Ce qui fait que petit à petit, lui et moi, on avait un projet commun. On s'était donné un objectif commun. Puis étape par étape, on essayait d'approcher et on a atteint notre objectif. Donc, je pense que ce qui est intéressant avec les situations comme celle du COVID, entre autres, c'est que ça nous oblige à utiliser notre créativité, à sortir de ce qu'on connaît,
déjà, de ce qu'on utilise déjà comme service, puis de créer, dans le fond, en utilisant les ressources qui nous entourent, qui sont plus ou moins grandes, plus ou moins sauvages. Ça n'a pas beaucoup d'importance parce que, dans le fond, l'important, dans le fond, c'est de sortir, c'est de profiter de la nature. Donc, d'utiliser notre imagination, puis de voir le potentiel qui est autour de nous à plus ou moins grande échelle, puis de dire, ben, comment moi, je peux utiliser cette ressource-là en minimisant l'impact, en évitant les gens, puis en étant le plus responsable possible, autant sur ma sécurité, mon intégrité personnelle, celle des gens avec qui je suis, ma famille dans ce cas-ci, et puis de faire en sorte que cette simple sortie-là, qui pourrait avoir l'air banale dans un contexte normal, ben, devient quelque chose d'un peu spécial, d'un peu unique, puis qui permet de nous rapprocher dans ce cas-ci dans notre famille, puis de créer des projets ensemble. C'est un peu comme ça que je le vois. Je pense qu'il faut, puis ça, c'est non seulement dans notre quotidien, dans le contexte du COVID, mais il ne faut pas hésiter à utiliser cet imaginaire-là, cette créativité-là, dans tous les autres moments de notre vie pour pouvoir justement sortir des sentiers battus, puis être le plus intelligent, puis le plus conscient de notre environnement, de soi-même, puis des gens qui nous entourent. C'est bon, on a tout compris, on a tout entendu. C'est sûr que René-Claude, tu parlais aussi du métier de guide, puis c'est normal de prêcher pour sa paroisse, mais je pense que c'est très sincèrement pertinent aussi, cette idée-là, peut-être de penser à pourquoi pas, quand on va à l'étranger, justement, on prend tout le temps un guide ou presque pour nous amener dans les endroits qu'on veut explorer, qu'on veut visiter. Donc, pourquoi pas le faire ici, puis amener notre exploration une coche plus loin peut-être que ce qu'on aurait fait finalement par nous-mêmes, puis aller dans des endroits qu'on n'aurait pas explorés de cette manière-là. Est-ce que vous avez des petits conseils pour quelqu'un justement qui voudrait regarder dans ce genre d'aventure-là pour cet été? Comment on fait? Est-ce qu'on va sur Google, on écrit Guide Québec? Comment on fait là quand on veut faire ça, disons? C'est une super bonne question. Les guides au Québec, très peu d'entre nous possédons les assurances responsabilité civile pour opérer en tant que voyagiste. Là. Donc, généralement, en Europe, on voit ça. Dans l'Ouest canadien. Au Québec, on voit pas tellement ça. Donc, les guides, on est généralement engagés par des entreprises. Au Québec, il y a une association du secteur du tourisme d'aventure qui s'appelle Aventure Écotourisme Québec. C'est une association qui regroupe, dans le fond, les producteurs de tourisme d'aventure qui se doivent de maintenir un service de haute qualité et un standard de sécurité exemplaire. Donc, les entreprises qui font partie de cette association-là s'engagent à respecter donc un nombre X là, de critères et de normes et de standards qualité-sécurité. Fait que si quelqu'un est intéressé à prendre un service guidé cet été, moi, je lui dirais, première chose, c'est va voir sur le site Aventure Québec. Je crois que c'est aventurequebec.qc, je l'oublie tout le temps. Je sais plus, je pense que c'est aventurequebec.ca ou aventurequebec.com. Mais vous allez arriver, dans le fond, sur un site qui répertorie les entreprises qui sont membres de cette association-là à travers le Québec. Et tous les guides qui sont engagés par ces compagnies-là ont certainement le minimum requis pour assurer un service de sécurité et de qualité. Ensuite de ça, si on veut être plus précis dans le choix de nos guides, il y a même certaines entreprises qui vont vous permettre de choisir un guide senior. Donc, souvent, ça va peut-être vous coûter un peu plus cher, mais vous allez avoir l'option de partir avec un guide qui a possiblement une formation spécifique comme guide en tourisme d'aventure et certainement une expérience qui est plus importante que, bien sûr, un guide qui vient de commencer dans le métier. Fait qu'il y a certaines entreprises qui vous offrent cette option-là, ça vient bonifier un peu certainement, mais comme toute chose, ça a un coût. Hein, on ne travaille pas juste comme bénévole, donc l'expérience, ça se fait, mais en tourisme d'aventure. Vous faites juste jouer dehors, il me semble qu'il n'y a pas de raison que ça coûte plus cher si vous avez de l'expérience. Tu as bien raison, Léa, on est constamment en vacances, hein, Jacob, quand on guide, c'est rien que ça qu'on fait. C'est ça la beauté de tout ça, c'est qu'on est en vacances, puis dans le fond, on est rémunéré pour être en vacances. Mais vous avez des grandes c'est fun d'être en vacances puis d'avoir à sa charge
Exactement, d'avoir à sa charge la responsabilité de l'intégrité physique et psychologique d'une douzaine de personnes, de devoir planifier et préparer les repas, tous les repas pour ces gens-là, de devoir être au-devant de ces gens-là, de pouvoir parler de l'environnement dans la spécificité, dans la généralité, mais aussi d'être capable d'animer ce groupe-là. Parce que oui, il y a une part d'interprétation, il y a une part de connaissance qui est transmise, mais en même temps, on est un groupe d'humains. Donc, il y a des interactions qui se font, il y a de l'interprétation, il y a de l'interaction. Donc, il faut animer des gens-là. Et ça ne se fait pas de 9 h le matin à 5 h le soir avec une pause de 15 minutes l'avant-midi puis une pause de 15 minutes après. Non, non. Ça, c'est 24 heures, puis pendant 15 jours, 18 jours, 20 jours. Donc, c'est un métier qui est fascinant, c'est un métier qui est extraordinaire, c'est un métier aussi qui est exigeant. C'est exigeant autant pour la personne qui le fait que pour l'implication dans laquelle on le fait. Quand on est guide, on ne peut pas juste être là par parure. Parce qu'un guide qui est là par parure, c'est complètement inutile et ça se remarque tout de suite. Dès qu'on décide d'accueillir et d'embrasser ce métier-là, on se doit d'être impliqué, mais autant sur le plan émotif que psychologique. On se doit d'aimer ce qu'on fait, d'aimer d'être avec les gens, d'aimer partager ce qu'on est et ce qu'on connaît, d'être capable d'encadrer, de dire à des gens, OK, là, c'est assez, là. Mais en même temps, de pouvoir les amener un peu plus loin. C'est savoir jauger quand pousser la note, quand tirer sur le cordon. C'est de savoir jauger les personnes avec qui on est pour savoir qu'avec cette personne-là, je peux faire tel type de blague, mais pas avec elle. Avec cette personne-là, je peux aller aussi loin dans l'intimité, mais pas avec elle. Avec cette personne-là, je dois m'assurer qu'elle est bien parce que ça fait quelque temps qu'elle est silencieuse. Il y a une part de psychologie, il y a une part d'interaction, il y a une part d'interprétation. C'est un métier fascinant, c'est un métier exigeant et malheureusement, c'est pas encore assez payant. Si je peux renchérir ce que Jacob dit, puis je suis sûre qu'il va être d'accord, là, mais quand vous prenez un service guidé, puis que vous venez à la fin de votre service guidé, puis vous vous dites, ben, si j'avais pas eu de guide, je pense que j'aurais été capable de le faire tout seul. Il y a des très bonnes chances parce que le guide a fait un sacré bon job. Parce que généralement, on agit vraiment comme un un canard qui flotte sur l'eau. Donc, un canard qui est sur un lac, vous allez le voir, ça va glisser, ça va être beau, ça a l'air sans effort, mais en dessous, là, les pattes, ça pédale. Donc, c'est un petit peu le même regard qui doit être porté sur le métier. Puis en lien avec ça, tu parlais, Jacob, de l'intégrité physique, psychologique de la personne, puis c'est vrai. Une des choses aussi que j'aime, prendre en considération quand j'encadre des groupes, c'est de me dire que l'individu qui a décidé de mettre de l'argent, dans le fond, pour un voyage avec moi, il me donne, dans le fond, la chose la plus précieuse qu'il a, que c'est pas son argent, c'est son temps. Les gens, là, ils travaillent très fort. Ils vont travailler des gros boulots pour se payer des gros voyages qu'ils vont devoir faire à l'intérieur de 2 semaines. T'sais, ils vont avoir 2 semaines, peut-être 3 semaines cette année pour des vacances. Et ils te donnent cette responsabilité-là de meubler ce temps-là, d'en prendre soin, de s'assurer que tous leurs petits désirs, puis de les surprendre, de créer de la magie. On est là, j'ai cité un de mes bons amis, collègues guides, que je vois plus assez, mais Éric Poulain m'avait dit, les guides, on est des créateurs de souvenirs. Puis c'est ça qu'on fait. Fait que créer un souvenir, là, c'est pas quelque chose qui s'improvise. Ça demande un peu d'expérience, un peu de compétence. Surtout en tourisme d'aventure, je vous dirais, là, une formation, c'est super important. Ça te permet d'avoir une voie rapide vers tous les petits trucs, là, puis les éléments de base qu'il faut maîtriser quand on a la responsabilité d'un groupe, c'est hyper important. Fait que, oui, ça peut paraître comme un job de rêve et des vacances à tout coup, mais la réalité, c'est qu'en effet, c'est beaucoup de travail et la preuve peut-être un peu de ça, mais c'est qu'au bout de ça, Jacob, toi puis moi, ça doit faire quasiment 20 ans qu'on fait ça. Quand on regarde là, des guides d'expérience que ça fait au-dessus de 20 ans qui travaillent comme guide, là, au Québec, il n'a pas gros. On se connaît toutes. Donc, tu sais, tout ça pour dire que si c'était si facile que ça, si merveilleux que ça, on serait des tonnes, là. Fait que c'est pas que des vacances. Ça pourrait l'être. C'est un super beau métier puis que ça a l'air le fun. Mais la raison que ça a l'air le fun, c'est parce
on adore ça. Oui, l'activité, mais on adore. Avant tout, c'est d'être avec le monde. C'est un métier de socialisation. Fait que si t'aimes pas le monde, t'as bien beau aimer le plein air, t'es pas à bonne place. Ça prend une combine d'un deux. Un peu d'hyperactivité. Hein, Jack? Un peu d'hyperactivité, ça l'aide. Puis, C'est essentiel, en fait. Tu parles de rencontres, René-Claude, puis on a une super bonne question de Joanie, en fait, qui se demandait là, si vous pouviez nous partager une rencontre qui vous a marqué à travers vos aventures. Joanie qui nous demande ça là, sur notre page Facebook. Ben oui, Joanie, qui est une bonne amie avant tout, qui est une collègue aussi qui a guidé longtemps, travaille pour Timous d'Ambrousse, partenaire aussi, travaille avec Vaolo. Oui, je sais pas, avant de raconter une histoire en lien avec une personne qu'on a rencontrée, Jacob, tu te rappelles-tu la fois qu'on avait guidé avec Joanie à Québec? Oui, je me rappelle. C'était particulièrement. Tu te rappelles-tu, Joanie? Moi, Jacob, Joanie, puis d'autres, on avait là-dessus Jannick, je pense. C'était Jannick Raymond. Oui. On avait un gros autobus avec, c'était un incentive, donc un groupe de Français. Je me rappelle plus quelle compagnie, mais qui était ici au Québec pour faire une virée là, pour un genre de team building, là, France-Québec, truc machin, puis on a fait le tour d'une couple d'affaires, puis un soir, on a eu comme un peu de temps libre, je sais plus trop qu'est-ce qui est arrivé, hein, Jacob, mais ça l'a fini, Joanie, non, Joanie, elle écrit rien, fait qu'on va continuer, ça finit mais solide, là, on est allé à Québec, tu te rappelles, Jack, hein, c'est la boîte à chansons, comment ça s'appelle? Chez mon père. Je pense que ça s'appelait La Petite Grenouille. Non, c'est chez son père ou quelque chose comme ça. Ah oui. Ça l'a viré. Fait que ça a été, pour répondre donc c'est Joupi, elle écrit, Joanie, elle écrit, c'était le groupe de Joupi. On avait une chanson, puis tout. Écoute, quand on dit animer quelque chose, fait que ça, c'est Joanie. C'était ta fête. Te souviens-tu, René-Claude? C'était ta fête ce soir. C'est ça qui est arrivé. C'était à ma fête et ça a dérapé. Fait que, ouais, Joe, elle semble s'en rappeler. Donc, bref, si on revient là, toi aussi, tu t'en rappelles, non, mais ça avait été un beau contrat. Pour vrai, là, les guides, c'est rare qu'on a la chance de travailler un noyau de guides ensemble. Oui. Fait que quand on a l'occasion de travailler sur des plus gros groupes, puis qu'on a un paquet de guides ensemble, ben c'est sûr qu'il y a du dérapage. Tu étais là aussi avec la Fédération française de la randonnée pédestre, hein? Ouais. Ça avait été le fun. On avait avec, encore une fois, un paquet de monde, Geneviève Raymond, entre autres, de Windigo Aventure, ça avait été les maîtres d'œuvre de tout ça. On avait, mais ça, on était comme 16 guides là-dessus. Je pense qu'on avait fait 5 autobus remplis de randonneurs français. On a fait le tour du Québec pour faire de la randonnée avec eux. Puis je me rappellerai tout le temps Pierre de Neignam, le photographe qui était là. Lui, à un moment donné, là, il a fait quelque chose qu'il ne faut pas faire. Il a laissé son sac à dos sans surveillance. Ça, tu fais pas ça quand tu as une gang de guides. Erreur. Hein? Fait que là, il est parti prendre une photo au bout de son point de vue. Qu'est-ce que tu penses qu'on a fait, nous autres, les guides? On a rempli son sac à dos de roches. Fait qu'on est des roches dans le fond de son sac à dos. Puis là, notre Pierre, il est descendu. Puis Caroline, Pierre, il avait déjà un certain âge, là, fait qu'on le salue. Mais il avait trouvé ça raide. Puis je pense qu'il s'en était rendu compte juste au refuge le soir. Il nous avait gueulé après. Il avait passé la journée là, avec des portes de poche dans le fond de son sac. Là. Et du gros plaisir. Vous faites ça aussi aux clients que vous accompagnez? Ah, tout le temps. Moi, une bonne... Mais oui, ça fait partie de l'humain. Je veux dire, on est... Tu sais, m'a dire là, que quand tu es en vacances, là, une des affaires que, en tout cas, moi, personnellement, que j'apprécie faire, c'est de rire. Fait que moi, si j'ai quelqu'un qui me fait rire, là, c'est sûr que ça va être le fun. Une des fois, avec des invités, là, parce que moi, pour moi, c'est mes invités. Donc, des invités qui sont venus avec moi pour une rando. On était dans l'Ouest canadien. On avait été dans une rando, puis il y avait des arbres qui avaient été coupés à peu près à la hache au niveau des épaules. Puis moi, j'ai passé la journée à leur faire croire que c'était des castors géants. Fait que, on partait à côté de ça, les arbres étaient coupés, puis dans le fond, c'est des gens qui avaient coupé des arbres pour faire un feu, là, mais ils avaient vraiment été bêtes de le faire, mais bon, bref. Mais eux autres, ils ont passé la journée à penser qu'on avait des castors géants des montagnes de l'Ouest qui mesuraient 2,5 mètres quand ils étaient debout sur leur patte arrière, là. Moi, du plaisir, là, comme ça, c'est sûr que j'en ai, je tire des blagues, là. C'est sûr qu'après ça,
on s'entend, on recadre, là. OK? Ils sont pas partis en France en pensant qu'il y avait des castors de 4 mètres ici, là. Moi, je recadre. Jacob, il laisse aller un peu plus, mais moi, je recadre un peu. Jacob, je regarde plus tard. Je retarde, là. Non, vas-y, raconte-nous donc, qu'est-ce que tu on fais? aimerait, toi, une rencontre qui t'a marqué à travers tes expériences de guide. Quand je pars guider, j'ai ma blonde et mon enfant que je laisse derrière. Puis, je pars souvent 1 mois et demi, souvent longtemps. Puis, je suis avec plein de gens, tout ça. Et ma blonde me demande souvent, est-ce que tu te fais cruiser? Puis, habituellement, non, parce que je mets ça assez au clair dans ma présentation, qu'il y a une distanciation professionnelle entre le guide et les clients. Puis, je laisse pas vraiment cette ligne-là être franchie, tu sais. Et un soir, je suis en Italie pour Vélo Québec. Et j'étais allé souper, tout ça. Et quand je rentre à l'hôtel, c'est un petit hôtel de peut-être 5 étages, j'entends des Québécois sur le top de l'hôtel, sur la terrasse de l'hôtel, qui chantent et parlent fort. Mais là, il est comme 11h, 11h30 du soir. T'sais. Puis on est dans un village, fait que tout le monde les entend aussi. Là. Puis c'est loud, là, comme on peut être loud au Québec. Fait que moi, je monte l'escalier 4x4 pour monter sur la terrasse. Et là, je trouve 4 de mes clients. Mais là, traversés, là, sous le au limoncello. Là, puis ils ont du fun. Puis ils rient. Puis... Fait que là, moi, j'essaie de calmer le gens, leur expliquer que c'est bien cool qu'il y ait du fun. Puis j'ai pas de problème à ce qu'il y ait du plaisir, tout ça. Mais qu'ils descendent le ton un petit peu, parce que il y a des gens autour. Puis ça serait le fun notre voisinage. Puis on est des invités. Puis il faut respecter tout ça. Fait qu'ils baissent un peu le ton. Moi, je descends dans ma petite chambre. Et là, peut-être 5 minutes après, j'entends des pas dans l'escalier, toc, 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 et ça cogne à ma porte. Toc, 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 toc. J'ouvre la porte. Et il y a une des clientes qui était sur le toit et qui me dit, Jacob, est-ce que je peux te parler? Je dis, oui, y a-tu un problème? Je la fais rentrer dans ma chambre. Ne faites jamais ça. Ça, en passant, là, c'est des contre-exemples. Okay, ce que je suis en train de donner. Fait que je la fais rentrer dans ma chambre, je ferme la porte, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il un problème? Elle me dit, c'est une belle soirée, hein? Je dis, oui, absolument. C'est une super belle soirée. Il fait beau, les étoiles, ça. Elle me dit, fais-moi l'amour. Pardon. Quoi? Et là, elle se déboutonne la boutonnière. Et elle me met le baldequin dans la face. Tu comprends? Fait que là, j'ai son baldequin dans le visuel. Et là, elle me fait, ça serait tellement bon, toi puis moi. Et là, moi, je ne sais plus trop quoi dire, ou mettre les mains, ou quoi pas faire, comprenez-vous? Donc, je lui dis, non. Elle dit, t'as pas envie? Non, j'ai pas envie certain, j'ai pas envie. Écoute, là, moi, je veux dire, c'est non, là. Donc, elle me dit, allons, laisse-toi aller. Là. Je dis, mais t'as ton mari en haut sur le toit qui t'attend. Il n'y a pas de question, il n'y a rien de niaisage ici. Là. Donc, elle reboutonne le baldequin, elle remet tout ça à l'intérieur. Et elle me dit, t'es sûr? Je dis, oui, je suis sûr. C'est bonne nuit. C'est temps d'aller te coucher. Je pense que t'as assez bu. Donc, je la mets dehors. Je pogne mon téléphone. Il y a 6 heures de moins au Québec. Je me mets à texter ma douce en me disant, hey, tu créeras même pas ce qui vient de m'arriver. Toc, 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 ça recogne à la porte. Je dépose mon cellulaire, j'ouvre la porte. C'est la même dame qui me fait « Est-ce que je peux te parler? » Je dis « Oui, j'ouvre la porte, je la fais entrer dans ma chambre. » Ne faites jamais ça. 2 erreurs d'affilée, la même erreur, tu ne peux pas faire ça. Okay? C'est 2 contre-exemples que je vous donne en ce moment. C'est juste pour l'exemple que je parle. Donc, je la fais rentrer dans ma chambre et elle me dit, en me regardant à peu près droit dans les yeux, as-tu changé d'idée? Je dis non, c'est. Je suis à la même place qu'il y a 4 secondes. Non. Elle dit, je me suis dit que tu allais peut-être regretter. Je suis revenu, tu sais. Je dis non. Non, tout est beau. Fait qu'elle est repartie, clopin, vers sa chambre. C'est inspirant. Je sais, c'est quand même une belle rencontre, je dois le dire. C'est une rencontre qui m'a marqué et qui date de quelques années. Et c'est la seule fois où je me suis fait cruiser par une cliente. Qui était, c'est plus que cruiser, j'oserais dire. Hein? J'oserais dire. Oui.
après ça, j'ai envie de dire, OK, je vais changer, d'arrêter la discussion. C'est terminé. Mais ça fait déjà une heure qu'on est ensemble. On continue! Oui, on va toujours continuer. Mais il y a quelque chose d'important pour nous qui est arrivé. Oui, on va sortir le limoncello. Donc, c'est ça, chez Vaolo, quelque chose qui est important qui est arrivé. On a dévoilé, en fait, la semaine dernière, les lauréats, en fait, pour l'Académie. Alors, qui sont en ligne, là, que les gens peuvent regarder, en fait, qui vont être nos explorateurs pour 2020. Donc, au academievaolo.com, dans l'onglet Explorateur. J'aimerais ça que, en fait, ces gens-là, ce qu'ils vont faire, là, quand on va pouvoir, ils vont aller carrément explorer, faire du contenu pour nous, pour vous permettre d'explorer des endroits hors des sentiers battus, de le faire de façon responsable, de le faire un peu dans votre style en tentant de respecter là, au maximum les communautés. Puis ça va se passer beaucoup au Québec, au Canada, dans le contexte actuel. J'aimerais ça que vous leur donniez un petit conseil chacun en terminant, que tout le monde pourrait prendre finalement, là, mais qui s'adresserait spécifiquement à nos explorateurs en devenir, nos explorateurs professionnels en devenir. C'est une grosse question. Je vous laisse 3 secondes, je vais faire ça pendant ce temps-là pour que vous pensiez. Ben, moi, je peux commencer, peut-être. Une des choses que j'ai découvert à force de voyager à l'international, c'est que malgré la culture, la langue ou le pays dans lequel on habite, que ce soit ici ou ailleurs, on se ressemble beaucoup. On est fondamental. On désire, les humains, fondamentalement les mêmes choses. On désire d'être heureux, on désire partager, s'informer. Puis parfois, on peut avoir peur de culture ou de pays parce qu'on est mal informé, parce qu'on a des préjugés, tout ça. Mais si j'ai un conseil à donner à quiconque, puis pas juste aux explorateurs, à quiconque désire voyager ou s'en aller découvrir le monde, laissez ce que vous êtes, vous, dans votre petite boîte personnelle, puis ouvrez-vous. Allez vers l'autre comme si c'était votre voisin de la rue Saint-Vallier. Allez-y comme si c'était des gens qui déjà faisaient partie de votre entourage, qui faisaient déjà partie de votre environnement. Parce que quand on a cette approche-là de l'autre comme étant quelqu'un de déjà connu, de déjà familier, ben on a beaucoup moins peur. On est déjà plus curieux d'aller jaser avec ces gens-là parce que déjà les barrières de préjugés tombent. Et c'est une des plus belles façons de découvrir un pays, c'est par les gens. À mon avis, je parle bien entendu. Une des plus belles expériences que j'ai eues dans mes voyages, qui sortait un peu d'ordinaire, c'était au Monténégro. J'ai découvert dans ce pays-là des gens extraordinaires, une culture vraiment riche, unique, une langue que je ne comprends pas plus aujourd'hui, mais qui était tellement belle au niveau de la sonorité que je ne peux que souhaiter ça à quiconque qui voyage, de prendre ce qu'il est, de l'emmener avec lui, puis d'aller vers l'autre comme si c'était son voisin, comme si c'était un ami d'enfance, puis de vouloir partager ce qu'on est, puis d'apprendre de l'autre de cette façon-là. René-Claude. Ouais, c'est ça, là, c'est dur, Jack, de suivre ça, là, parce que tu as fait un super beau topo. Là. C'est pour ça que je voulais être en premier. Ouais, je voulais dire exactement la même chose. Ah, ben merci, c'est un bon conseil. Non, mais merci, Jack. Ce que je trouve un peu pervers de notre emploi et du tourisme comme tel, c'est que on fait vraiment, c'est comme à la mode, hein, de dire là, un tourisme authentique, un tourisme où on va à la rencontre des vrais gens. Mais la réalité, c'est que dès qu'on est en mode touriste, il y a comme une brèche qui se crée entre quelque chose d'authentique et non. Parce que dans le fond, les gens, pourquoi est-ce qu'ils sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce qu'ils sont en train de le faire pour nous divertir ou est-ce que c'est parce qu'ils le font ils le font dans un quotidien? Fait que quand je pense à un voyage authentique, pour ceux qui sont en développement de ça, puis c'est une des choses que j'apprécie de votre formule, c'est de passer plus qu'une seule journée dans un endroit. Nécessairement, si on veut comprendre cet endroit-là,
puis on parle d'un voyageur plus que d'un touriste. Pour moi, il y a une différence. Quelqu'un qui voyage, c'est quelqu'un qui prend le temps de s'enraciner, de comprendre comment ça fonctionne, les schèmes autour des gestes qui sont posés à l'intérieur des communautés envers les individus. Il y a quelque chose là-dedans que ça prend un peu de temps à démystifier. Mais si on veut rester dans l'idée de quelque chose d'authentique, à ce moment-là, c'est de se rappeler que l'authenticité vient d'un quotidien. Je fais des voyages, moi, à ski avec les Inuits dans le Grand Nord canadien, accompagnés souvent de jeunes étudiants scolaires. Puis, on remet aux parents, on remet à la direction un plan de match là, sur ça va être quoi l'itinéraire. Aujourd'hui, on va faire du ski, demain, on va faire de la pêche, puis on fait ça pendant 10 jours. Mais la réalité, c'est qu'une fois qu'on est rendu là, qu'est-ce qu'on fait? On vit, puis mon ami Éric Laforêt avec ma chum Joanie qui est à l'écoute, là, ils vont savoir parce qu'eux aussi font ça, mais on vit au rythme des gens qui nous entourent. Fait que ça a bien beau dire que le jour 2, on est supposé de faire de la pêche, mais si les gars, les Inuits sur place, eux autres, ils disent non, aujourd'hui, on va plutôt aller checker ça ou on va aller faire ça, ou bien, OK, on va aller chercher de la gélinotte, du lagopède, en fait, dans le Nord, on va aller chercher le lagopède, ben, tu dis pas non à ça, tu dis, OK, parfait, qu'est-ce que vous allez faire, vous, aujourd'hui? Nous autres, on va faire ça. Bon, ben, on va le faire avec vous. Fait que moi, un voyage authentique, c'est de participer à un quotidien. Fait que ceux qui sont à la recherche, là, les explorateurs Vaolo, trouver quelque chose qui va impressionner dans le quotidien. À un moment donné, je me rappelle, j'étais avec un groupe de Français, on faisait le tour de la Gaspésie, puis on est arrivé un petit peu plus tôt que prévu à notre heure de repas au restaurant, donc j'ai eu à les divertir pendant 20 minutes. Fait que tout ce que j'ai fait, on était en Gaspésie, j'ai juste désyeuté le port, puis au port, il y avait un bateau qui revenait de la pêche. Fait que là, j'ai organisé avec mon autobus est venu nous porter au port, à Marina, là. On est sortis de là, puis les gars, ils étaient en train de sortir du hareng, puis un paquet d'affaires de leur bateau. Puis ça a été un des moments forts, 2 semaines qu'on a eu à faire le tour Québec, Toronto, Gaspésie, Niagara Falls, tout ce que tu veux. Ça a été le 20 minutes de rencontres authentiques avec du monde qui rentrait de la pêche avec leurs poissons. J'ai fait la même affaire, on était à Malbaie avec un 50 passagers de français, parce que dans le temps des couleurs, là, pendant une époque, je faisais les voyages français. Fait que ça, tu fais 2 semaines, 2 fois, avec des Français, puis tu fais le tour, puis tu regardes les couleurs, puis c'est bien le fun, puis on danse dans une église, puis tout est bien organisé, tu sais. Mais à un moment donné, on était à Malbaie, puis j'ai demandé au gars, on était dans le temps de la chasse, là, c'est les couleurs, là. Fait que j'ai dit au gars, au lieu de prendre la route directe, j'ai dit, fais juste me passer, là, fais un petit tour, là, dans Malbaie, voir si je verrais pas un orignal sur le pick-up. Hey, vois-tu pas qu'à un moment donné, spot dans un stationnement, un des gars qui revenait de la chasse, fait qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train de boire une bière avec l'orignal, bien étalé sur le pick-up. J'ai arrêté le bus, je suis sortie, t'es allé voir le gars, je disais, hey, ça te dérangerait-tu? J'en ai une couple qui prendrait des photos en tabarouette de ton orignal avec le pick-up. Hey, les gars, premièrement, hyper fiers de parler de leur chasse. Les Français, toi, tu vois-tu pas qu'ils débarquent? Heureux, là, comme vous n'avez pas idée, là, de prendre des photos d'un orignal mort sur un pick-up dans le fin fond du Canada avec des fleurs des feuilles d'érable, esti rouge partout. Extraordinaire moment. Ça a été l'affaire la plus swell. Ils n'ont pas arrêté de m'envoyer des photos de ça, de tout le séjour, 2 semaines de temps. Toutes les activités organisées qu'on leur a fait faire, ils en ont bavé, là. C'était fou. C'est tout le temps, tac, tac, une affaire après l'autre. L'affaire qu'ils ont aimé le plus, c'était la rencontre authentique dans le quotidien de ces gens-là qui venaient de faire quelque chose, bon, dans leur quotidien, qui pour les Français est extraordinaire. Fait que je pense que pour être un bon explorateur, puis aller chercher justement cette notion-là d'authenticité, essayez pas de penser à des affaires débiles, de sauter des capes de roche, là. Le quotidien des gens intéresse quand on vient pas de là. Moi, il n'y a rien de plus trippant que de m'asseoir autour d'un foyer en quelque part dans un pays lointain puis de regarder la madame nous cuisiner sur son feu de bois ce qu'elle va nous préparer pour souper. Pour elle, c'est son quotidien. Pour moi, ça vient de faire mon voyage. Fait que je pense que c'est de focusser là-dessus. C'est super beau, super inspirant, puis je suis d'accord avec vous. Si je n'étais pas d'accord, je ne le dirais pas, là, mais je suis d'accord.
Merci, c'est des super bons conseils. Puis je vous souhaite vraiment un bel été. J'espère qu'il y a des gens qui vont se laisser tenter par l'aventure au Québec avec des personnes comme vous. En tout cas, moi, ça me tenterait là, d'aller me perdre dans le bois avec un des deux ou les deux. Là. C'est super. Présentement, moi, je suis très disponible, donc je prends des contrats. Il n'y a pas de problème. Mon horaire, là, Oui. c'est il y a de la place, là. Appelez-moi. Vous pouvez même mettre des roches dans mon sac si on fait une randonnée ensemble. Je vais trouver ça drôle. Ah non, mais ça, on est allé où, puis il y a du monde qui écoute, on fait bien pire que ça. Des nouvelles blagues. C'est dans le temps, ça. Ouais, on a évolué nos jeux. Nos gags. J'aimerais voir vos prochaines blagues. Mais merci beaucoup pour votre temps. Je ferai le petit salut respectueux qu'on fait à distance à chaque rencontre. Alors, merci beaucoup. Puis, c'est ça, je vous souhaite un vraiment bel été, puis en espérant que ce soit un été plein de belles aventures en plein air pour vous et pour plein de gens qui nous écoutent également. Merci beaucoup, Léa. Merci, Léa. Un plaisir. Merci, Jack. Toujours le fun de te voir. Puis merci à tous ceux qui ont participé là, en témoignage là, à la soirée. Je voulais dire aussi, en ligne, il y a plusieurs questions, là, parce que ça passe tellement vite, une heure, on le dépasse systématiquement. Mais si vous voulez aller répondre aux gens, il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu. Alors, gênez-vous pas, je suis certaine qu'ils vont être très contents que vous leur répondiez directement. Puis, qui sait de les rencontrer dans le cadre d'une aventure, une idée peut-être. Ben, merci beaucoup, bonne soirée. Salut!